Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'Afrique. C'est le nouveau visage de la francophonie. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a officiellement été nommée à la tête de l'OIF en dépit des critiques sur le respect des droits de l'homme dans son pays. Pour en parler, nous retrouverons notre envoyé spécial au sommet de la francophonie. À la veille des élections régionales et municipales, les tensions persistent en Côte d'Ivoire. Les rivalités entre le RHDP d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan Bédié donnent déjà le ton de la présidentielle de 2020. Vous verrez le reportage de notre correspondant dans ce journal. Puis en Ouganda, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain à Bukalazi. D'après la Croix-Rouge locale, il y a au moins 41 morts. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Dans cette zone située au pied du mont Elgon, les glissements de terrain sont fréquents en raison de la déforestation. Sa nomination ne faisait plus aucun doute. La Rwandaise Louise Mushikiwabo sera donc pour 4 ans la secrétaire générale de la francophonie. Un choix critiqué car le Rwanda n'a pas la réputation d'un pays très francophile. En 2008, le français a été remplacé par l'anglais comme langue obligatoire à l'école. Mais pour Louise Mushikiwabo, cela n'est pas un obstacle à la francophonie. Écoutez. Quelquefois, j'ai l'impression qu'on reproche au Rwanda d'embrasser plusieurs langues qui, pour nous, est une richesse. Le rayonnement de la langue, l'enseignement de la langue française, la cohabitation très pacifique du français avec d'autres langues, la place du français dans un monde multilingue, bien sûr, ça va aussi concerner mon propre pays, le Rwanda. Avec la nomination de Louise Mushikiwabo, certains reprochent à la France d'instrumentaliser l'OIF pour améliorer ses relations avec le Rwanda, alors que le pays n'est pas forcément un exemple des principes fondateurs de la francophonie, comme le respect des droits de l'homme. Marc Perelman, notre envoyé spécial à Erevan, a interrogé à ce sujet le président français et le président rwandais, tous deux présents au sommet de la francophonie. Comme prévu, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a été désignée par ses pairs comme secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, l'a mal pris, affirmant qu'elle avait été victime, je la cite, d'un arrangement entre États. Nous avons interviewé deux des principaux acteurs de cette élection, le président français Emmanuel Macron, le président rwandais Paul Kagame, et nous leur avons notamment demandé si cette élection allait peut-être changer la donne quant au respect des règles de la démocratie et des droits de l'homme au Rwanda. On les écoute. Je suis convaincu que par une exigence de tous, par une pression des pairs, ce qu'on a fait sur plusieurs cas très concrets ces derniers mois, on peut obtenir des résultats. Cette nomination oblige en quelque sorte. Et la démarche qui a toujours été la mienne, c'est bien plus travailler avec l'ensemble des États, essayer de promouvoir ces valeurs, pas en quelque sorte en donnant des leçons depuis l'extérieur, mais en arrivant, en montrant, en convainquant que donner une responsabilité, faire confiance, oblige et oblige à changer soi-même. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y ait qu'un seul paramètre déclencheur ici? Peut-être qu'il y a toute une série de paramètres au Rwanda, dans son propre système de gouvernance. Et pendant 8 ans, Mushikiwabo était ministre des Affaires étrangères. Je préside l'Union africaine et elle a été présidente du Conseil des ministres de l'Afrique, des ministères de l'Afrique. Et je suis convaincu que voilà, on doit lui donner du crédit au pays ainsi qu'aux populations de ces pays. Et les gens qui posent de telles questions ne sont pas prêts à accepter cet état de fait. Reste à savoir si ces promesses deviendront réalité et reste à savoir surtout si cette organisation de la francophonie va véritablement se transformer sous l'égide de Louise Mushikiwabo et selon les vœux exprimés ici par le président français Emmanuel Macron. Les élections municipales et régionales, c'est ce samedi en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote. Après l'éclatement de la coalition au pouvoir, 2 partis anciens alliés vont s'affronter dans de nombreuses localités. Celui de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, et celui de l'ancien président Henri Konan Bédié. Un scrutin à valeur de test avant la présidentielle de 2020. Reportage de Thaïs Brook, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Dernier tour de piste avant le scrutin de ce samedi. 197 sièges de maire et 31 de présidents de conseils régionaux sont à prendre. Mais l'enjeu de ces élections dépasse leur dimension locale. La coalition au pouvoir a volé en éclats cet été et les alliés d'hier, le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié
et le RHDP d'Alassane Ouattara vont s'affronter pour compter leurs forces. C'est une véritable répétition générale pour toutes les forces en présence. Le PDC-RDA va essayer de savoir qu'est-ce qu'il vaut, est-ce qu'il peut résister à la machine RHDP. Le cas de la mairie de Cocody, à Abidjan, est emblématique. Élu sous la bannière PDCI en 2013, le maire sortant, lâché depuis par la direction de son parti, a été choisi par le RHDP. Pendant 15 ans, le PDCI de Cocody, c'est moi qui ai financé. C'est une ingratitude du PDCI envers moi. Mais ils vont mordre la poussière. En face, beaucoup d'indépendants et le PDCI, le candidat de l'ancien parti unique, croit en ses chances face au RHDP, seul parti à pouvoir présenter des candidats sur tout le territoire. La machine RHDP, c'est une machine, mais je suis PDCI. Le PDCI est quand même l'un des plus vieux partis en Afrique. L'ombre de Guillaume Soro, officiellement membre du parti au pouvoir, plane aussi sur ces élections. Plusieurs soutiens du président de l'Assemblée nationale, à qui on prête des ambitions présidentielles, viennent affronter les candidats RHDP. Les pourcentages réussis par ces partisans pourront lui donner une indication si ce qu'il est possible, ce qui vaut réellement et dans quelle mesure peser sur le scrutin de 2020. Et enfin, il y a le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. La branche dure du FPI a décidé une nouvelle fois de boycotter les élections, tandis que la branche dite modérée, celle dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, participera à ce scrutin alors qu'ils avaient décidé de boycotter en 2013. À l'annonce des résultats, les différentes forces en présence auront une idée de leur poids, avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2020. En Ouganda, la boue et les rochers ont englouti les maisons et le marché de Bukalazi. D'après la Croix-Rouge, le glissement de terrain a fait au moins 41 morts, mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Laurent Berséché. Un village terrassé et au milieu des décombres, un épais torrent de boue qui continue sa course folle. Les habitants du district de Bududa, dont beaucoup étaient venus à Bukalazi faire leurs courses au marché, ont tous été pris de court. On s'est abrité sous une véranda car il pleuvait beaucoup. Mon ami a essayé d'aller chercher sa moto et il a vu une maison se faire emporter par la boue. Nous sommes partis, mais tous ceux qui sont restés ont été emportés. Les enfants, les vendeurs, tout le monde. Alors que les équipes de secours fouillent les décombres à la recherche de survivants, quelques volontaires tentent de dégager la boue à l'aide de simples planches de bois. Plus de 40 victimes ont déjà été confirmées, un bilan qui risque encore de s'alourdir, d'après certains élus locaux. Comme c'était un jour de marché, nous ne pouvons pas estimer le nombre de morts. Certains étaient venus de Manafa pour chercher de l'eau et d'autres étaient venus de Sironko. À l'origine du désastre, des pluies torrentielles qui ont fait sortir la rivière Soumé de son lit. Ce n'est pas la première fois que cette région de l'Ouganda, proche de la frontière kenyane, est frappée par une telle catastrophe. En 2010, un glissement de terrain avait fait plus de 100 morts dans le district de Bududa. Mais les efforts du gouvernement visant à relocaliser les habitants les plus vulnérables se sont tous heurtés à la résistance des populations locales. Dans l'est de la RDC, l'épidémie d'Ebola a passé le cap des 200 cas et le virus a tué 125 personnes. C'est le cri d'alerte de l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'OMS, ces dernières semaines, le nombre de cas a augmenté essentiellement autour de la ville de Beni. L'épidémie s'est déclarée début août dans la province du Nord Kivu, où le climat d'insécurité gêne l'action des équipes médicales. Écoutez Tariq Yazarevitch, porte-parole de l'OMS. Il y a des attaques et des violences entre le gouvernement et les groupes rebelles qui ne visent pas directement les personnes qui répondent à l'épidémie d'Ebola, mais qui empêchent les équipes de fonctionner à 100%. Et pour la première fois depuis le début de cette épidémie, un employé des Nations Unies a été contaminé par le virus Ebola dans la ville de Beni. Il faisait partie du gouvernement sud-africain sous l'apartheid, mais aussi sous la présidence de Nelson Mandela. Rolof Botha, dit Pik Botha, ministre des Affaires étrangères de 1977 à 1994, est décédé à l'âge de 86 ans à Pretoria. L'actuel chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a salué son soutien envers la transition de l'Afrique du Sud vers la démocratie. Comment mieux protéger les animaux du braconnage? En Tanzanie, dans la réserve naturelle de Serengeti, les éléphants ont été équipés de colliers qui permettent aux responsables du parc de les localiser et de les mettre plus vite à l'abri en cas de menace. Célia Caracena.
Cet éléphant porte un collier pour mieux se protéger du braconnage. Au parc de Serengeti en Tanzanie, il est suivi à la trace sur ses écrans dans la salle de contrôle. Grâce au GPS, les rangers connaissent la position exacte des pachydermes et gagnent un temps précieux en cas d'attaque de braconniers. Avec cette technologie, nous avons une vue d'ensemble sur notre matériel. Chaque animal est visible sur l'écran, donc nous sommes plus efficaces pour monter des opérations sur le terrain. La technologie protège les animaux, mais aussi les rangers, qui voient leurs conditions de travail s'améliorer face à des braconniers parfois lourdement armés. Auparavant, notre quotidien était très difficile. Parce qu'en cas de menace extérieure, il nous fallait un certain temps pour répondre. Il fallait prendre beaucoup de notes et rester en communication constante avec la salle de contrôle. Maintenant, avec la technologie, ça ne prend que quelques secondes pour se mettre en route. Nos méthodes sont plus professionnelles. L'ivoire attire la convoitise des braconniers. 20 000 éléphants sont tués illégalement chaque année en Afrique. En Tanzanie, la population de pachydermes a chuté de 50% ces 5 dernières années. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur France 24.